pour facturer à certains prix, il faut être sûr de ce que tu vends et de la qualité que tu proposes. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à me dire, ok, bah à partir de maintenant, mon tarif c'est ça, c'est clairement affiché sur le site. Quand on ajoute un prix, on ajoute aussi une qualité de prestation. On fait pas juste augmenter les prix. Et du coup, oui, c'est sûr, tu seras toujours l'arnaqueur de quelqu'un et tu seras toujours le low cost de quelqu'un si tu vas par là. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Décroche ton téléphone, le podcast qui parle aux entrepreneurs en croissance. Donc aujourd'hui, je suis avec Alexis Gollard et William Palan, les deux cofondateurs de l'agence Convertix, et moi-même, Romain Cessillon, fondateur de l'organisme de formation HTW Marketing. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse de plus en plus, qui nous a beaucoup intéressés et qui évolue au cours du temps, c'est la question du pricing. Et finalement, ce sujet il nous est un petit peu venu en tête parce qu'on discutait la semaine dernière avec une personne qui bosse chez Dougs et moi, ça m'a évoqué pas mal de choses où il me disait qu'au bout d'un moment, dans la boîte, c'est intéressant de commencer à standardiser un petit peu le pricing si on veut vraiment scale. Et ça, c'est une des problématiques que j'ai de mon côté aujourd'hui, où mon pricing se fait encore un peu au doigt mouillé sur les formations. Ça va dépendre de plein de critères. Et j'atteins quand même une limite de ça, de mon côté aujourd'hui. Parce que, concrètement, si je passe on a calculé la dernière fois, je passe au moins, peut-être 1 heure par semaine sur juste déterminer quel prix je vais mettre pour quel prestat, de revenir en arrière, d'ajuster et cetera. Et au bout d'un moment, si on veut croître, c'est pas spécialement, viable sur le long terme. Donc, voilà un peu pourquoi le sujet est venu aujourd'hui et je pense qu'on a plein de choses à se dire en ce sens et notamment toi, William, tu avais peut-être, déjà des petits points à aborder pour débuter et lancer la discussion. Moi, je la 1re question que je me posais, c'est, comment tu fais ton pricing aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu as une méthodologie? Parce qu'après, enfin, moi, j'ai quelques idées, mais quand tu dis que tu fais une semaine, et tu passes 1 heure, c'est quoi? Enfin, c'est quoi, c'est 1 heure? En fait, il y a plusieurs types de pricing, moi, dans mon activité, au niveau de la formation. Il y a le pricing déjà que je vais envoyer au client, enfin, combien je vais vendre ma journée de formation ou 2 jours, etc. Donc là, j'ai quand même des patterns qui se répètent. Typiquement, une formation pour une seule personne, c'est 1 290 €. Si c'est en présentiel pour plusieurs personnes, généralement, on est à du 2 490, etc. Mais il y a toujours le côté où si le client va passer par son OPCO ou pas, bah déjà, le pricing va évoluer. Si c'est un particulier, et cetera, le pricing peut évoluer aussi en ce sens et c'est là où on se retrouve à faire un peu, finalement, un peu à la tête du client, mine de rien, sur certains points et aussi ça va dépendre de l'expertise qu'il cherche derrière la formation. Entre une formation IA pour une dame qui débute, qui n'a jamais utilisé internet et qui veut se mettre, sur le juste connaître ChatGPT, bah, c'est pas le même prix qu'une formation pour des data scientists qui souhaitent se développer et aller plus loin. Et c'est là où déjà, moi, j'ai cette première question. La seconde question, c'est la question de pricing pour mes intervenants, c'est-à-dire le formateur qui va se déplacer dans l'entreprise aujourd'hui, combien je le paye pour la prestation. Et c'est là où mon pricing sur ça, il va de, on va dire, de 550 € au jour jusqu'à 1 500 pour certains. Ça va dépendre encore une fois de l'expertise. Et c'est là où on en discutait avec la personne de Dougs la semaine dernière qui m'a dit, mais et même avec vous, hein, vous m'avez dit, mais là, il faut te cadrer, il faut avoir quelque chose de très clair et c'est soit le formateur il vient, soit il y va pas, mais pas faire à la tête du formateur non plus. Donc moi, j'ai un peu cette double question aujourd'hui. Bah, tu as le fait de définir tes prix par rapport à la marge que tu veux cibler. Donc le formateur te coûte, 800 €. Tu sais que tu veux faire 30 de marge, donc tu appliques cette marge par-dessus le coût formateur. Et tu as l'autre approche de dire: «Bah, tiens, je vais essayer le prix le plus élevé auquel la formation passe et ensuite, de manière rétrospective, je vois ma rentabilité». Hem, donc finalement, j'allais dire la bonne réponse est entre les 2, mais d'une certaine manière, si tu vends ta journée de formation 1 300 alors que tu pouvais la vendre 1 500, c'est quand même un peu dommage de pas aller chercher les 200 € de plus de marge. Donc moi, j'aurais tendance à dire le bon pricing, c'est le pricing maximum à partir duquel enfin auquel tu arrives à vendre ta prestation. Après, il y a ce côté récurrence, il y a ce côté, nous on l'avait, hein, enfin on l'a même toujours sur nos parties prestations ads. Le pricing, on a tendance à le monter petit à petit, pour augmenter sa structure de marge. Il y a un moment à partir duquel, un pricing trop élevé t'empêche de signer davantage de contrats. Et moi je l'ai beaucoup vu quand je me suis relancé, dans les ads au début. J'avais recommencé des prestations à 350 € par mois. C'était, par rapport, au pricing classique, on va dire, que tu vas avoir dans les agences, un pricing plutôt bas. Alors c'est cher par rapport à quelqu'un qui a pas les moyens, c'est cher par rapport à un seul local qui va faire des prestations à 120 € par mois. C'est vraiment pas cher par rapport à, des concurrents qu'on voit sur LinkedIn qui vont facturer 1 200 € par mois. Et moi j'ai eu vachement de mal, j'avais des barrières psychologiques par rapport au pricing sur le fait de l'augmenter, hem et je l'ai vraiment fait par palier. C'est-à-dire que j'ai commencé à 350 €.
J'ai vendu plein d'accompagnements, j'ai monté à 400 € et j'ai vu que ça vendait toujours aussi bien et donc j'ai fait l'exercice jusqu'à monter à 700 €. Je Ça a été vraiment petit à petit à tâtons. Je sais que toi, Alexis, tu as une démarche carrément différente sur ta partie pricing. Tu as fait plein de tests, des pricing autant sur les chiffres que sur la manière de le facturer. Tu as fait un gros gap à un moment, ce serait intéressant d'en parler parce que toi, tu avais beaucoup plus de facilité à vendre cher quand on s'est associés par rapport à moi. Je pense que tu as un retour d'expérience qui est assez pertinent à ce niveau-là et ce serait intéressant aussi que tu parles de ton parcours vis-à-vis de tout ça. Bah, je pense que, alors c'est vrai que sur le pricing, quand on s'est associés, j'ai tout de suite voulu qu'on remonte les standards parce que pour moi, il y a aussi, le bon pricing aussi, c'est le pricing sur lequel tu es à l'aise de facturer et pour être à l'aise pour facturer à certains prix, il faut être sûr de ce que tu vends et de la qualité que tu proposes. Moi, j'étais quand même assez sûr, de la valeur ajoutée que je proposais. Je sais que tu le faisais pas forcément. Moi, je proposais les landing pages en plus. Donc il y avait moins un sujet en plus je l'ai facturé en plus à l'époque, les landing pages, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui pour p un peu plus engager les clients sur la durée, plutôt que de les faire «fuir» entre guillemets. Des fois, ça peut faire fuir un setup, bref. Et je pense que voilà, il y a aussi le pricing sur lequel où tu es à l'aise parce que ça va se ressentir dans un discours commercial si tu es pas à l'aise avec ton prix. Le client, il va le ressentir, il va se dire: «Il y a anguille sous roche, le mec est pas confiant, peut-être qu'il est pas compétent». C'est la première chose qu'il va potentiellement se dire. Ou alors il va se dire, tout simplement: «Bah, il est en train de m'arnaquer» ou même il va voir la faiblesse, donc il va vouloir tirer ton prix vers le bas et toi, tu vas rapidement céder. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet déjà dans un premier temps d'être à l'aise avec ce niveau-là et c'est vrai que moi, du coup, pour en revenir à mon expérience, j'ai commencé, un petit peu comme toi avec des pricing très bas, à 400 €, ce que je considère comme un pricing très bas de mon côté et ensuite pour augmenter au fur et à mesure, à un moment, j'ai même facturé les setups, et en fait, c'est en achetant la formation. Alors, c'est vrai que cette formation j'ai acheté une formation, j'ai dû la payer 2 000 balles, une formation d'un gars qui apprenait vraiment à pricer plus fort et en fait, en tant que telle, la formation, elle m'a pas apporté sur tout le reste, mais je trouve qu'elle a été rentable sur le fait que cette formation m'a permis de déverrouiller le verrou mental que j'avais sur le fait de pas pricer assez cher et ça m'a rendu hyper à l'aise en me disant: «Mais ah ouais, mais en fait, j'apporte de la valeur, il y a tout le travail qu'on voit pas derrière, le temps passé auprès des clients, à faire de la communication» et ça m'a vraiment, débloqué mentalement donc sur le papier, la formation, je trouve que je l'ai pas rentabilisée, mais sur le côté mindset, par contre, elle est 10 fois rentabilisée. Parce que grâce à cette formation, j'ai pu augmenter mes pricing, j'étais beaucoup plus à l'aise et quand tu es plus à l'aise, bah, cercle vertueux, les gens le sentent et cetera et cetera. Donc il y a ce côté, être à l'aise et après, bah, si on veut parler purement chiffres et on pourra rebondir là-dessus. Je sais que du coup, c'était un sujet aussi des fois qui faisait débat, surtout entre vous 2. Il y a ce côté aussi où en fait, il faut aussi pricer, en fonction de ses coûts. Il faut avoir un pricing qui, à minima, assure, bah, la pérennité de ta boîte, hein. Même si tu fais zéro marge, il faut au moins que ça rembourse tes coûts et puis, il y a également, bah, un pricing sur le fait où, bah, derrière, il faut que tu sois suffisamment rentable pour dégager une marge, pour que ça puisse, du coup, atteindre tes objectifs financiers qui, pour moi, me semblent indispensables d'avoir fixés avant, hein. On en parlait, du coup, avec Thomas qui était le précédent invité du dernier épisode et bah, lui, il a ses objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et en fait, si tu poses pas tes objectifs, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir le bon pricing. Parce que si tu te poses des objectifs hyper ambitieux et puis que ton pricing, en fait, il colle pas parce que la marge que tu vas faire ne va pas permettre d'atteindre ces objectifs, bah, il va y avoir une incohérence et pour moi, un bon pricing, c'est avant tout, bah, il faut poser tes chiffres. Il faut se mettre un objectif de croissance mensuel, annuel, faut poser ses coûts et si tu fais pas cet exercice, pour moi, c'est impossible de pricer. C'est comme conduire à l'aveugle, c'est pas possible et peut-être que vous allez avoir une vision un peu plus différente, à ce niveau-là. Peut-être Romain que tu pourras rebondir là-dessus, mais pour moi, si tu poses pas tes chiffres, tu peux pas pricer, correctement, hein. Mais c'est là où j'ai une problématique de mon côté au niveau de la formation, c'est que parfois quand tu as la personne au téléphone, tu sais directement, enfin, j'arrive à le comprendre si elle a de l'argent ou pas de l'argent. Et moi, mon dilemme un peu à l'heure actuelle, c'est est-ce que, OK, je me price, je sais qu'il y a des organismes de formation sur l'IA. Aujourd'hui, ils facturent 2 800 € au jour la formation, c'est acté, c'est 2 800, c'est soit tu prends pas. Mais ça, je trouve que c'est un gros parti pris dans le sens où si tu as en face de toi un particulier, eh bien, tu sais très bien qu'il s'alignera pas et il faut être prêt à le perdre. Et c'est là où moi, je peux me dire: «OK, c'est 2 400 € au jour». Par contre, quand j'ai un particulier, bah, que je le ressens, je le mets à 1 090, admettons. Enfin, il y a pas un gap comme ça, mais c'est façon de parler. Et
Et c'est un peu cette gymnastique mentale à chaque fois de se dire et parfois quand ça signe, je me dis: «Mais putain, mais si ça a signé à ce montant-là, mais ça se trouve j'aurais mis 300 € de plus, ça aurait signé» et en fait, c'est surtout la charge mentale qui me dérange aujourd'hui et je pense que j'en suis à une phase où je dois standardiser et c'est soit tu prends pas et c'est réglé sur ça, quoi. Ne serait-ce que pour me libérer de ça, quoi. Tu évoques un sujet hyper intéressant, je te laisserai rebondir peut-être dessus, William, mais il y a aussi un pricing par typologie de client. Parce qu'en effet, tu ne vas pas pricer de la même manière un particulier, dans ton cas, qu'une entreprise. Comme nous, on a des pricing très différents en fonction de si c'est une grosse boîte qui va vouloir beaucoup plus du sur-mesure, elle va vouloir de la stratégie, elle va même vouloir faire du multicanal, elle va vouloir faire du Google Ads plus du Meta Ads. Bon, là, on va être sur des prestations beaucoup plus chères, à plus de 1 000 € par mois. Alors que vraiment un petit entrepreneur, un artisan qui lance sa boîte, il ne sera pas prêt à mettre plus de 1 000 € par mois, tout compris. Donc c'est là où lui, on va lui proposer une prestation beaucoup plus adaptée, très clé en main, avec un suivi minimal, mais qui permet de faire de la qualité, parce que nous, ça reste quand même notre enjeu, c'est de vraiment fournir un travail de qualité et d'être rentable, hein. On fait un peu la guerre aux agences qui font du travail de merde, on va se le dire, qui arnaquent leurs clients, qui leur promettent des résultats et derrière, il y a peanuts, hein. On parlait de certaines entreprises qui vendent des prestations ads très très peu chères, mais qui engagent leurs clients sur 36 mois. Nous, on reste quand même dans cet état d'esprit de fournir de la qualité et de la rentabilité à nos clients. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre de payer 1 000 balles par mois. Donc c'est là où en fait, aujourd'hui, on a un peu trois tarifs, hein. On a le tarif sur mesure pour les grosses boîtes, le tarif pour la boîte un peu moyenne à 700 € par mois, qui va vraiment s'adapter. Et puis, il va y avoir un très bon niveau de suivi sur WhatsApp. On va être sans cesse en communication avec elles pour vraiment faire du reporting, puis être en accord avec leurs objectifs. Puis, on a le pricing vraiment entrée de gamme pour les petits entrepreneurs qui veulent quand même se lancer, être rentables. Mais forcément, on va peut-être pas avoir le même niveau de suivi. Par exemple, on va pas leur proposer du WhatsApp à ces clients. On va leur dire, vous avez un reporting par mois, on communique par email. S'il y a des urgences, téléphone, mais tu vois, on va pas être en train de leur envoyer des messages toutes les semaines sur WhatsApp, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc je pense qu'il y a aussi un pricing par typologie de client qui est peut-être nécessaire, toi, que tu actes définitivement pour plus avoir cette réflexion et d'être un peu perdu à chaque fois. Et du coup, avant de laisser la parole sur William sur ça, parce que je pense que tu bouillonnes de plein de choses à dire, il reste quand même je suis d'accord par typologie, il reste quand même ce dernier pôle où tu m'as dit le premier gros client, ça reste du sur-mesure. Et comment tu gères ce sur-mesure aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ta prestation mensuelle va coûter 1 600 ou 1 800? Et c'est juste un chiffre que tu mets sur un devis au final. Qu'est-ce qui justifie ça? Ça reste quand même, selon moi, du feeling. Bah, en fait, l'avantage, c'est que tu auras un point de départ. Tu sauras que 1 600, c'est ton point de départ, par exemple. Mais par contre, un truc qu'on peut pas enlever malgré toute la standardisation du monde, à un moment, il y a une part de feeling. Tu sais que le prix de base, c'est 1 600. Moi, j'ai en tête un client, le prix de départ de la mission, c'était 700 €. Discussion faite avec le client, qualification faite. Son ancienne agence à prestation équivalente facturait 1 600-1 700 € la mission. Et lui était hyper OK avec ça, il était juste pas content de la qualité de prestation, le reporting, et la réactivité. Donc nous, finalement, l'agence en face était très bien, c'est juste qu'ils avaient pas la réactivité et enfin, il y a des éléments qu'on avait en plus qu'ils avaient pas. Et donc d'un coup, si tu sais qu'il va lui facturer 700 € une prestation qui lui convenait à 1 700 balles, aller te facturer dans des montants plus élevés est cohérent. Et là, sur un coup de tête, j'ai fait un x2 sur le prix et ben, c'est juste passé, en fait. Et ça montre que quand même, il y a sur le pricing, tu as la valeur perçue qui est importante, tu as la valeur marché. D'un coup, ma valeur marché a augmenté. Alors la mauvaise conclusion, c'est de se dire que maintenant, mon nouveau pricing, ça devient 1 400 €. C'est juste que là, pour ce coup, j'aurais fait la mission à 700 balles, mais du coup, j'ai réussi à la facturer 1 400. Donc il y a quand même un côté où il faut un point de départ. Après, je pense qu'il faut toujours s'adapter et même dans des grandes entreprises, les commerçants dans les grandes entreprises font des feuilles de marge, étudient tout ça. Mais typiquement, tu sais que tu auras pas la même structure de coût pour une grosse entreprise que pour un indépendant. Et il y a aussi des montants auxquels, ça passera jamais. Un indépendant, quelqu'un qui veut passer par le CPF ou quoi, enfin 2 000 balles la formation la journée, c'est totalement jouable. Ah, mais est-ce qu'il faut pas mettre le pricing sur ça et que ce soit très clair et que tu évites de perdre du temps justement à ce niveau de charge mentale? Parce que moi, j'en suis à une phase où les leads, j'en ai à peu près 6 par jour. C'est 6 sur lesquels il faut baser un tarif. Et c'est là où ça me prend du temps finalement. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à me dire, OK, à partir de maintenant, mon tarif c'est ça, c'est clairement affiché sur le site, ou en tout cas à partir d'eux, et au moins ils le voient clairement, et au moins ça m'évite qu'ils me contactent. Cela, je me laisse quand même la porte ouverte en me disant, allez, il me contacte, on va faire du sur-mesure. Mais c'est ça qui est hyper énergivore à l'heure actuelle, quoi. Pour les pots, faut faire du standard.
c'est une personne qui est indépendant, qui a pas les moyens, 1090 et tu sais que s'il négocie, le dernier tarif, ce sera ça. En moins, il y a plus de débat. Par contre, du moment où c'est des entreprises qui ont des moyens, il f là, ça vaut le coup que tu aies ton pricing, mais c'est surtout tu as ton pricing 1 600 la journée, 2 800 la journée. Par contre, demain, tu fais une qualification d'entreprise, tu parles pas directement de prix, tu vois que tu peux aller à 6 000, tu vas à 6 000. Mais je pense que sur les, ouais, sur les gens enfin, sur les entreprises pauvres ou ceux qui ont clairement pas les moyens, faut du standard. C'est avec eux que tu perds ton temps. Tu pas la sens le Tu avais vendu une journée de formation à 6 000 balles, il me semble, récemment. Heu, Pas la journée, mais un groupe de ouais, la journée. en tout cas, un truc Oui, mais plus intéressant mmh. que d'habitude. Et ben, là, je suis sûr que sur ce client, ça te dérange beaucoup moins d'un coup de prendre, du temps à faire du pricing. Et je pense que ce temps de réflexion, ce temps de commercial, parce que ça a un coût. Ton temps a une valeur aussi économique et le fait de faire du pricing, ça fait partie du travail commercial et dans ta structure de marge, tu dois le compter aussi. J'ai passé X temps à faire des relances, à faire, du pricing et ben, en fait, ce côté pricing, tu l'enlèves sur ceux qui ont pas les moyens parce qu'en fait, sinon c'est un coût en plus que tu devras répercuter sur le prix final. Donc pour moi, il faut faire du standard sur les pauvres et en fait sur ceux qui ont les moyens, sur, les entreprises plus riches qui ont les moyens et qui ont limite budget illimité. Là, tu fais du sur mesure et là, l'avantage, c'est que tu peux vraiment faire du travail à tiroir. Parce que, enfin toi-même tu sais, tu vas rajouter des choses qui sont pas demandées, ils vont te prendre des options. Mais, et après, comment le déléguer ça? Parce qu'au bout d'un moment, admettons, tu te concentres sur ces entreprises qui ont plus d'argent pour standardiser, enfin pardon, pour faire du sur mesure. O Admettons, tu as un commercial qui bosse avec toi. Il est quand même obligé de passer par toi à la fin pour, valider le tarif. Comment le standardiser pour faire en sorte que moi je sorte totalement de la matrice? Enfin, c'est ce point-là où j'ai du mal à aujourd'hui prendre de la hauteur. Je sais pas si vous l'avez imaginé potentiellement avoir quelqu'un. Est-ce que c'est obligé de passer par vous les devis ou au bout d'un moment quelqu'un pourrait le faire à votre place? Enfin, tu es parti du principe que tu devais le valider. L'intérêt de le systématiser, on va parler en process en soi, hein, c'est que tu as pas besoin de le valider. Si ton commercial, il fait son job et alors ça dépend aussi le niveau de contrôle que tu veux sur les gens, mais je pense qu'en termes de performance et dans ta vision du business, tu aurais intérêt à ce que le commercial, il fasse de la qualification de leads, voire même idéalement qu'il aille générer son propre business avec de la prospection jusqu'à la signature finale. Parce qu'en fait, tu lui mets des garde-fous, tu lui apprends aussi à faire tout ça, hein. Tu lui donnes des process, je pense des logigrammes avec, bah, si, s'il y a des moyens, telle colonne, s'il y a pas de moyens, telle colonne. C'est un arbre et à la fin, tu as la grosse bulle, bon, bah, lui, c'est à la gueule, quoi. Clairement, si c'est un indépendant, si, c'est une 90, s'il a pas les moyens, on peut négocier de tranches de 50-50 jusqu'à 850. En dessous, on n'y va pas, c'est mort direct. Ça et enfin voilà, ça te permet d'avoir un processus de négociation. Maintenant, c'est une procédure, faut un format A4, ça doit pas être plus complexe que ça et tu as toujours la bulle sur mesure à, tu sais que tu pourras aller à plus de 5 000, bon, bah, là, tu fais du sur mesure aux petits oignons et c'est réglé et pour ça, ça te permet d'objectiver ton pricing. Limite, il faut que tu rédiges ton équation de calcul du pricing. Combien coûtent tes formateurs? Quelle est la structure de marge que tu veux? Quelle est la part que tu estimes sur Google Ads? Si ton formateur, il coûte 500 € la journée, tu mets tes points de marge dessus. À la fin, voilà le prix final. Ça, c'est un tableau Excel, une petite calculette, de rentabilité, ça en 1/2 heure, tu as créé ton outil et tu le files à tes salariés et c'est réglé. Et surtout que je pense il faut vraiment avoir en tête tes personas. Maintenant, je pense que tu les as, tes personas, quand tu reçois une demande. Tu as peut-être un peu de FOMO sur le sujet où tu es en mode: «Bon, celui-là, je sais que je devrais lui appliquer ce tarif-là parce qu'il rentre dans ce persona de ce tarif-là». Mais tu as peut-être envie d'aller chercher toujours un petit peu plus et de pas perdre le prospect vu que tu les payes avec Google Ads notamment. Et je pense qu'il faut que tu sois à l'aise sur le fait que, voilà, tu reçois des demandes par mail, tu sais les profils que tu as maintenant, tu sais dans quelle catégorie, dans quel persona ils se placent. Pour moi, je pense qu'il faut persona 1, tac, le prix, tu l'envoies direct. Tu te fais une marge de négoce si jamais, mais il faut que tu aies un prix plancher défini par chaque prestation et chaque persona. Genre, je vais pas en dessous de ça et puis hop, si le mec il est pas prêt, à payer, bah, c'est ciao. Pareil pour ton persona 2, ton persona 3, du sur mesure comme dit William. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi d'aller chercher justement des indices pour savoir jusqu'à combien il est prêt à payer. Et on en parlait avec, connaître le prix de l'ancienne formation qu'il a fait ou l'ancien prestataire qu'il avait. Je trouve que c'est le meilleur indice que tu peux avoir pour aller pricer du sur mesure sur ces personnes qui ont un peu plus d'argent. Mais il faut toujours avoir, je pense, son prix plancher. Ça, c'est indispensable parce que, comme dit William, et pour moi, c'est pas limite, il faut le faire, tu dois le faire, tu dois établir ta structure de marge
par formation. C'est indispensable pour moi. Je me répète, hein, mais c'est comme conduire à l'aveugle. Si tu n'as pas ta structure de marge, tu peux pas bien pricer. Moi, c'est impossible et c'est la première étape que tout entrepreneur doit faire avant même de fixer ses prix. Il faut qu'il connaisse sa structure de marge, sinon tu te retrouves en fait à être en résultat négatif à la fin de l'année. Surtout que toi, c'est d'autant plus important. Tu as des prestataires, tu as des sous-traitants qui forment du coup à ta place les entreprises que tu accompagnes. Pour moi, c'est non négociable quand tu as des sous-traitants. Nous, on peut un peu plus limite jouer sur notre prestation. On a un peu plus de marge de négociation si on a internalisé tous nos coûts et on est aujourd'hui très rentable sur chacune des prestations qu'on vend. Donc on a plus de marge de négociation, on a moins de prestataires et moins de charges variables finalement. On n'a que des charges fixes. Donc c'est très facile de poser un pricing fixe. Et toi, pour moi, c'est indispensable. C'est un non-sens que tu le fasses pas aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, par rapport à vous, c'est 800 € le prix plancher, je crois, mensuellement? C'est combien le premier prix? Alors, 700 €, c'est le tarif moyen, mais on va dire qu'on est prêt pour un entrepreneur qui veut vraiment l'accompagnement basique de chez basique, sans l'accompagnement, le suivi sur WhatsApp, semaine par semaine. On descend jusqu'à 400 € par mois. OK, ça descend jusqu'à 400, mais j'ai envie de dire, quitte à mettre, 800 à un instant T, qu'est-ce qui fait que vous mettez pas, par exemple, 890? Quelle est la différence? Finalement, où s'arrête cette balance-là? Tant que tu restes dans l'axe des 800, qu'est-ce qui fait qu'un 800 passe plus qu'un 890, tu vois? C'est un peu, qu'est-ce qui a déterminé ça chez vous à l'heure actuelle? Alors, pour l'historique, moi, je pars, enfin, sur cette trajectoire, je pars de 350 €. Donc 350 €, j'ai vendu peut-être en un mois et demi, une dizaine d'accompagnements et c'est sur un client, je suis passé à 400 et j'étais frileux, j'avais peur que ça passe pas, enfin vraiment, hein. Et ensuite, la même histoire à 450, 500, donc je suis allé à tâtons. Pour passer de 500 à 600, j'ai eu énormément de mal. Alexis, lui, facturait, des montants plus importants sur ses clients, donc j'avais un train de retard. C'est hyper psychologique. C'est-à-dire que moi, je me dis que j'étais trop cher déjà à 500 et du coup, le passage de 500 à 600 a été, hyper difficile. Dès que je l'ai fait et que j'ai vu que ça passait tout seul, j'ai eu aucun souci à monter à 700 et aujourd'hui, notre facturation moyenne, elle est à 700 €. De temps en temps, on a quelques clients avec lesquels on bosse à 800 € et d'un coup, il va y avoir aussi des clients avec lesquels on aura des prix bien plus importants, mais ça va être en fonction de la prestation qui est amenée. Quand on ajoute un prix, on ajoute aussi une qualité de prestation. On ne fait pas juste augmenter les prix, on a une qualité d'intention, de réactivité. On va prioriser, il y aura les clients en priorité 1, à ce niveau-là. Hem, Beaucoup de psychologique et en fait, je te dis ça, là, je vais sortir, je vais faire une propale, ça se trouve, je vais mettre 890, ça va passer aussi. C'est juste qu'à un moment, c'est un peu le toupet. En fait, le truc, c'est que les arbres poussent pas jusqu'au ciel et à un moment, en fait, à force de toujours augmenter, ça finit un peu avec un peu ce cliché des gars, sur LinkedIn qui vont dire: «Bon, bah, moi, je suis pas cher, je suis à 1 290 € et bah, le fameux étiquette un peu à la Hormozy où, tout le monde, dit, enfin, il y a des gens avec qui on parle, ils nous disent toujours qu'on est low cost, on serait à 1000 balles, on serait low cost et enfin le marché du high ticket, à un moment, devient ridicule parce que tu vas avoir des merdeux qui vont faire des prestations éclatées, qui vont dire qu'ils font du pas cher à 2 000 € par mois et en fait, derrière la prestation est équivalente à une prestation à 500 €, que certains prestataires font pour 500 € et c'est des personnes qui viennent un peu perturber, le marché. Donc tu as le marché virtuel des gens qui affichent leur pricing et tu as le marché réel et c'est pour ça que on dit toujours, le bon pricing, c'est aussi celui auquel tu arrives à vendre des prestations en quantité suffisante. Parce que si tu as un pricing élevé, mais que tu factures enfin, tu arrives à signer qu'un client sur 10, est-ce que c'est réellement intéressant? Alors si tu ça dépend de l'équipe de ton marché. Si tu galères à trouver des clients, tu vas pouvoir moins difficilement, enfin moins facilement faire augmenter tes prix. Un truc qui est hyper important sur le point de départ, c'est surtout connaître tes coûts aussi. Aujourd'hui, tu parlais du prix minimum. Nous, dans le monde du conseil d'ingénierie dans lequel j'étais auparavant, on avait une approche très mathématique des choses. On partait du coût d'un ingénieur, combien te coûte un ingénieur, donc son salaire, avec les charges patronales, heu, à l'échelle annuelle, qu'on divisait par le nombre de jours. Mais le nombre de jours sur lequel tu as enlevé les congés, sur lequel tu as enlevé les jours fériés, et donc tu avais vraiment le coût réel par jour. Tu ajoutais le ticket restaurant à 9,90 € par jour, tu avais le coût de ton ingénieur par jour et ensuite sur ce coût, tu allais mettre la marge du groupe, donc le groupe qui avait un coefficient par exemple à 10 %, le groupe marge sur cet ingénieur à 10 % et donc là tu avais le coût dans ta BU.
qui avait déjà une marge pour le groupe d'entreprise. Et ensuite, sur ça, tu mettais un coefficient. Donc, ton coefficient, ça pouvait être un 61, un 81. Tu sais que tu voulais faire x2 sur ton ingénieur. Et donc, si ton ingénieur te coûtait 250 € par jour en coût réel, eh ben, il fallait que tu le vendes au moins 500 € pour faire une marge x2. Et là, tu avais ton prix minimum. Une fois que tu avais ton prix minimum, tu savais qu'en dessous, si tu ne facturais pas au moins 500 €, tu n'étais pas dans tes objectifs. Par contre, après, toute la marge de dessus que tu pouvais aller chercher, c'était gratuit. Et moi, j'avais positionné une ingénieure, par exemple, qui coûtait, je crois, 380 €. Mon objectif, c'était de la vendre 500. Et sur un contrat 4, j'avais réussi à la faire passer au tarif à 734 €. Et donc, j'avais fait une marge par rapport à ce qui existait dans ma business unit assez vraiment explosive, mais juste parce que j'avais réussi à la faire passer sur un titre plus senior. Et après elle était surdimensionnée pour la mission, mais je l'avais mis sur un top pricing. Et c'est là où en fait à 500 € ça passait dans l'objectif, mais à 730 € ça passe encore mieux. Mmh. C'est toujours la question de moi, de mon côté, c'est est-ce que je vais tirer vers le bas le coût du formateur et je fais cette question de marge au maximum derrière et c'est ça mon pricing? Ou est-ce que j'essaye d'augmenter finalement le pricing et après je prends, je vais voir en compte le formateur que je peux prendre? C'est toujours cette question de mon côté, c'est où est-ce de quel côté je prends la chose? Et ça, j'ai pas réussi à le déterminer encore. Bah, ce qui sera très important, c'est que tu définisses clairement tes coûts et qu'on puisse surtout voir le maximum auquel tu es capable de facturer. À mon avis, il faut vraiment que tu partes du prix final parce que c'est vraiment le prix marché qui va vraiment déterminer le maximum que tu peux aller chercher. Va chercher le maximum et au-delà de ça, en plus de ça, c'est faut que tu sépares le prix marché de ce que du prix que tu factures à tes formateurs. Le tarif de tes formateurs doit te permettre de calculer ton garde-fou, le montant en dessous duquel tu n'iras dans tous les cas pas. Un formateur que tu vas payer 1 200 €, il faut que tu mettes tes 30 points de marge et il faut que tu saches que tu iras pas, j'ai une connerie, tu iras pas en dessous de 1 800 € par exemple, par jour de formation. Si tu payes un prestataire 1 200 et que tu factures derrière, je sais pas 1 500, enfin tu t'y retrouves clairement pas. Entre les frais Google Ads, entre, tous ces éléments, enfin c'est pas jouable. Donc pour moi, c'est en 2 temps. D'abord, quels sont tes coûts? Combien ça te coûte quand tu fais une formation Canva? Combien ça te coûte, par exemple? Ton prestataire, tes publicités Google Ads parce que mine de rien ça, enfin je crois que c'est passe quand même pas mal de pognon. Et pas juste ton coût, par conversion, ton coût par nouveau client. Donc vraiment piloter ça et dès que tu as un montant, te dire: «OK, j'applique ma marge, voici les montants en dessous desquels j'y vais vraiment pas». Et après, bah, tu as la partie marché. Si tu sais que tu factures 2000 balles, est-ce que tu peux facturer 2000 balles? Bah, vas-y à 2000 balles. Si tu sais que tu peux y aller à 4000 balles, vas-y à 4000 balles. Et ça se fait par tâtonnement et ça se fait aussi en le faisant petit à petit. Il y a aussi une technique toute bête, tu parlais tout à l'heure des concurrents. Est-ce que tu es allé voir tous tes concurrents, à combien ils priçaient? Mais pas en front, vraiment en te faisant passer pour un client. Est-ce que tu as déjà créé un faux email, client? Nous, c'est ce qu'on a fait chez Convertix. On a créé un faux compte client. On est allé, on a fait un tableau Excel des 100 agences qu'on considérait comme être des concurrents. On les a toutes démarchées une par une pour leur demander un pricing. Ça nous a donné un point d'ancrage. On s'est rendu compte qu'entre les grandes gueules qui parlaient de high ticket et le marché réel des propals qui étaient envoyés, on était globalement plus ou moins dedans. Il y avait la team des 1 200 € et plus, on va dire. Et il y avait le gros du marché qui était entre 500 € et 800 € par mois. Donc là où on est actuellement. Et après, tu avais la team du low cost à 200 €, mais alors je ne sais pas comment ils fonctionnent de leur côté. Donc ça, c'est vraiment. Est-ce que c'est un travail que tu as déjà fait d'aller voir la concurrence, voir combien ils facturent? Non, j'avais fait et finalement ça peut être une bonne idée. Par exemple, je crée une adresse mail, je sais pas, même une adresse mail Convertix, je vais les contacter pour faire des formations IA et je me fais un rapport par rapport à ça et en plus ça peut être intéressant au niveau du process, hein, comprendre leur process de leur côté. Ça se trouve, j'ai plein de choses à améliorer dans mon process pour aller plus vite, pour mieux faire. Ça se trouve, il y en a, ils arrivent à vendre directement par mail, chose que j'ai jamais testée. J'ai toujours voulu appeler aussi avant et ça, j'ai du mal à y croire quand même, mais concrètement, je pense qu'il peut avoir un vrai intérêt. Tu l'avais fait toi ça, Alexis, de contacter d'autres, Non, j'ai jamais trop fait, mais pour compléter ce que dit William, je pense qu'il y a le prix plancher, pour moi, c'est le prix en dessous duquel tu peux pas aller et il doit être calculé avec tes coûts plus tes points de marge minimum pour vraiment être rentable. Ça, c'est ton prix plancher et après, bah, en fait, la différence entre ton prix plancher et le prix du marché, bah, c'est toute la gratte que tu vas pouvoir faire et c'est ça qui va permettre vraiment de générer de la croissance et que tu vas pouvoir réinvestir en publicité, lancer des nouvelles BU et en fait, pour moi, ton objectif, au-delà même d'établir entre guillemets, «le bon pricing», c'est faire en sorte que
le gap entre ton prix plancher et ton prix marché soit le plus grand possible pour qu'en fait tu puisses prendre le plus possible dans ta poche. Et pour que ce gap soit le plus grand possible, il faut en effet toujours avoir en tête comment je peux faire pour mes coûts qui soient les plus bas possibles tout en maintenant un bon niveau de qualité. Et c'est là où toi, tu as peut-être un travail à faire justement sur le coût des formateurs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un prix marché au niveau des formateurs. Tu as des formateurs qui se vendent peut-être très cher, mais tu as un prix moyen. Et peut-être que ton objectif, c'est de te rapprocher le plus possible de ce prix moyen pour payer tes formateurs, pour que ton prix plancher soit le plus bas possible et pour élargir en fait ce gap entre prix marché, prix plancher et toi, être plus rentable. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour vraiment fixer son tarif. Et sur toi, tu as un élément aussi intéressant, c'est que tu fais pas mal financer OPCO. Donc tu as aussi un troisième acteur, l'acheteur n'est pas le payeur, on va dire. Ton test pricing, il se fait aussi sur l'OPCO. Moi, j'avais pris une formation avec un OPCO à un prix déconnant. J'avais acheté une formation en ligne qui était séparée en niveau basique et avancé, mais c'était une seule grosse formation. C'était 2 factures à 4 500 € hors taxes. Il s'était fait 9 000 € sur une formation totalement automatique. Aujourd'hui, je crois que toi, niveau rentabilité, tu as pas vendu de formation déjà tournée à 9 000 balles et eux, c'était clairement gavé et en fait, à mon avis, ils connaissent la saisonnalité du marché des OPCO, ils connaissent les différents OPCO. Tel OPCO, a pas un sou à proposer et tel OPCO, tu peux demander autant que tu veux, tu auras. Est-ce que toi, déjà, tu as déjà un premier recul et est-ce que tu as ce test de dire: «La dernière fois, telle formation, j'ai proposé 2 300. Je vais essayer de la faire passer à 2 500». Est-ce que ça, c'est une approche que tu as déjà eue? Non, mais là, je l'ai en tête et il faut que je le fasse. C'est un peu la prochaine étape, dans le développement d'un organisme de formation pour en avoir discuté. Les mecs, ils connaissent sur le bout des doigts vraiment les plafonds des OPCO, le nombre d'apprenants par plafond et cetera et enfin, ça rejoint finalement ce que tu dis et je suis encore hyper étonné que tu aies réussi à faire passer 9 000 € comme ça. Je crois que c'était une formation pour 2 salariés, un peu lambda, la formation que tu avais fait passer. Ah ouais, le truc le plus déconnant, c'est que alors une personne en alternance qui venait d'arriver il y a un mois et un salarié qui est arrivé 2 semaines avant, et j'ai pu faire, passer, 9 000 € de fonds formation, sachant que j'avais, pour faire ça, j'ai dû payer 30 € de cotisation OPCO, de ma poche pour pouvoir, être validé dans l'OPCO. C'était une déconnant. Les frais libératoires là. Mais effectivement et en vrai, il y a une partie du business qui est aussi clairement sur ça et même si tu sais que c'est ça et ben, derrière dans ton discours, tu peux dire: «Bah, écoutez, au lieu de faire 7 heures de formation, on peut partir sur 14, sur 21 heures et cetera» et c'est un vrai axe de développement. Mais ça se rajoute encore une fois sur tout ce qu'il faut penser aussi et optimiser la chaîne de coûts. Mais ne serait-ce que gratter 100 € sur un formateur, 100 € sur le prix final et déjà ne serait-ce que 200 € par formation, c'est déjà un premier gap et après y aller peu au fur et à mesure. Et après, tu vends une journée de plus, 2 journées de plus et cetera et c'est là où tu arrives à avancer. Mais tu es aussi sur un marché où les formateurs, en termes de coûts, tu en as en abondance. Tu as à boire et à manger. Tu as des formateurs qui sont plus ou moins bons, je veux dire, faut aussi se rendre compte du coût réel de tes formateurs. Parce que le formateur donne un pricing, son pricing à lui, qu'il a réussi à faire passer. Mais des fois, on peut se rendre compte qu'en fait, on surpaye de 300-400 € par jour le formateur, et qu'en fait, on pourrait avoir la même qualité de formation, la même prestation et à 400 € moins cher. Ce qui te permet soit de vendre 400 € moins cher, soit de faire une plus grosse marge. Il y a un vrai travail d'étude à faire, à ce niveau-là, je pense. Et au niveau, finalement du high ticket pour clôturer un peu le sujet sur ça, vous y croyez quoi? Vous y croyez en ça existe vraiment des gens qui vendent, on va dire 2 500 € par mois, leur accompagnement? J'étais tombé sur ça une fois, je crois que j'en avais parlé un peu dans un podcast. Un gars qui voulait me vendre, c'était une agence de prospection, il mettait en place du Lemlist, du Wallaxy, des trucs comme ça. Il voulait me facturer 2 500 € et ça bookait au moins minimum, je crois 15 rendez-vous dans mon agenda par mois et il s'engageait sur ça, enfin et cetera. Et William, je sais que tu avais la réflexion de me dire: «Mais tu te rends compte que c'est le prix quasiment d'un commercial à plein temps qui va bosser avec toi?» Aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment en ce système-là de pricing hyper élevé ou pas? Toi qui as mis un peu plus le nez dedans. Je pense que ça dépend du secteur d'activité. Le high ticket, typiquement, nous, sur des activités moi, par exemple, j'étais sur des activités très artisanales quand j'étais freelance. C'est pas du tout adapté, le high ticket, pour moi. Enfin, il y a vraiment une cible aussi. On en parlait avec, Louis Esquet, qui était également invité, dans le podcast. Mais, quand tu es dans un business en ligne, c'est plus facile de faire du high ticket parce que en fait, les business en ligne font eux-mêmes du high ticket, donc ils sont habitués à ça. Quand tu bosses avec, des entreprises comme nous qui font très attention à leurs marges, à leurs coûts, qui sont un peu pinces comme nous, finalement, c'est très compliqué de faire du high ticket et pour moi, si tu proposes pas à minima
une notion de variable, ou si tu accompagnes pas l'entreprise sur toute sa chaîne, typiquement ceux qui font du high ticket, généralement, ils s'occupent du marketing, de la stratégie, jusqu'au closing, setting, tu vois, ils intègrent également une grande partie de la chaîne de production de l'entreprise aussi, faut l'avoir en tête. Il y a des mecs qui font du high ticket, qui font tout le marketing typiquement. Alors que nous, on fait vraiment que la publicité, on est vraiment là juste sur un chaînon. C'est très compliqué de facturer très cher, alors que la personne qui souscrit à tes services facture déjà peut-être un mec pour le marketing, un mec pour le closing, tu vois? Donc il y a aussi, je pense, faut remettre en parallèle, ça. Et puis le high ticket, ça a été très popularisé par Hormozy. Ça reste quand même une vision très ricaine, très américaine, où eux, ils ont pas de souci à aligner des gros montants parce qu'eux, ils gagnent beaucoup plus aussi. Enfin, faut rappeler aussi qu'on est en France, hein, la étiquette, en France, c'est un peu un pays de pince, un peu on compte nos sous, on les cache sous le matelas. Enfin, pour moi, c'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est impossible, s'il y en a qui le font, c'est plus compliqué. C'est quand même une vision très ricaine, très, à la Dubaï, tu vois, le étiquette. Donc il faut remettre aussi en perspective ça, je pense. On cache les sons et donne surtout à l'État en France. Mais mais ouais, disons que dans le livre d'Hormozy, lui, il y a vachement ce côté, tu t'en fous de payer cher ton enfin, après c'est que des équations de base, mais tu t'en fous de payer cher ton acquisition si derrière tu vends cher. Lui, son exemple, c'est dans les salles de sport. Il faisait de l'accompagnement de salles de sport pour les aider à, lancer leur salle de sport de 0. Donc tu arrives, il a un pack communication, il t'aide à lancer, à aller chercher ton nombre de participants et grosso modo, il captait un pourcentage de son chiffre d'affaires. C'est hyper win-win. Le client gagne, tu gagnes, donc les intérêts sont hyper alignés et sur le papier, ça marche super bien. Le problème, c'est que tu dépends de la performance des gens derrière. Si ton bah, on l'a eu avec un client, sur lequel on était au pourcentage de chiffre d'affaires, donc on lui facturait aucun frais et lui, typiquement, il vendait des machines et pour vendre ces machines, il avait besoin, de pouvoir proposer des financements. Le standard, c'était: tu viens avec ta machine, tu viens avec ta solution de financement. Sauf qu'il venait de lancer son entreprise et donc les banques demandaient 2 ans de bilan pour proposer les solutions de financement. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, il partait avec, 3 fois moins de chances de vente que le concurrent qui lui avait la solution de financement. Et donc nous, on l'aidait beaucoup. On a réussi à faire des facturations avec lui, mais on gagnait 3 fois moins, parce qu'en fait, il était 3 fois moins bon, pas parce qu'il était mauvais commercial, mais parce que sa situation faisait que, ça serait intéressant dans 2 ans. Donc il aurait fallu qu'on l'accompagne juste pendant 2 ans. Et en fait, voilà, c'est une prise de risque. Je pense que c'est une prise de risque qui peut payer et si ça marche beaucoup plus fort que le modèle, fixe. Maintenant, j'ai envie de te dire, quitte à faire ça, pourquoi ne pas carrément lancer l'entreprise directement sur le d'un point de vue acquisition? C'est un peu une idée qu'on a en tête en ce moment, c'est au lieu de vouloir aider des e-commerce qui logiquement vont se gaver, à un moment, si tu veux inverser le risque et prendre un pourcentage, autant presque avoir son propre, site e-commerce. Tu troques, des emmerdes pour d'autres, mais voilà, c'est la meilleure inversion de risque, finalement, à la fin, c'est de faire l'acquisition pour soi. Maintenant, toi, tu avais aussi d'autres galères où tu avais vendu des leads, à des artisans et en fait, à un moment sur le papier, sur le étiquette, tu as une promesse irrésistible où, les gens sont censés, te payer. Bon, bah, toi, tu as eu des galères de paiement sur des artisans, qui, finalement pouvaient pas appeler les leads, et du coup, qui voulaient pas payer les leads ou alors, qui avaient des leads mais pas assez intéressants, sur des deals pas assez intéressants et c'était pas le contrat de base. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Après, les artisans, ça reste une cible compliquée, hein, dans tous les cas. Donc, faut bien se rappeler que la plupart des mecs qui font du high ticket, ils le font quand même sur des business en ligne ou des personnes qui ont peut-être des business un peu plus traditionnels, puis qui ont cet état d'esprit de high ticket eux-mêmes, tu vois. Donc, faut remettre en contexte. Et après, nous, notre stratégie, enfin, moi, je préfère avoir une cinquantaine de clients à 700 et diluer ainsi le risque plutôt qu'en avoir 5 à 10 000. OK, bah, au final, on fait le même chiffre d'affaires, mais tu perds un client quand on a 5 à 10 000 en high ticket, bah, tu perds, 10 000 en fait de facturation mensuelle, donc c'est énorme en fait. Tu perds un quart en fait de ta facturation quasiment. Enfin, moi, je préfère avoir l'approche, petit ticket, mais en quantité que gros ticket, et autant lancer son propre business en fait, à un moment. Ouais et encore tu dis petit ticket, 700 € finalement c'est pas des petits tickets. C'est intéressant, tu avais échangé avec une agence là récemment, qui, eux du coup avaient été, hyper interloqués par notre pricing à 700 balles. Pour eux, limite c'est si on n'était pas des arnaqueurs. Quand dans un monde dans lequel on nous dit qu'on est, low cost, hein, bien entendu, eux c'était pas non plus du solo local à 120 € où tu auras jamais personne au téléphone, quoique j'en sais rien. Moi j'en avais rencontré d'autres des agences comme ça. Je sais pas si tu as des retours à faire sur, cet échange? Parce que j'avais trouvé ça intéressant, c'était une agence que je considérais comme de qualité
Et quand j'ai su qu'ils faisaient ça, je me suis dit: «Punaise, en fait, c'est du solo Calbis». Bah, on va se répéter un peu, mais cette agence-là, elle considérait que le Google Ads, c'est passer 1 heure, dessus par mois et on laisse tourner. Donc pareil, il y a le côté aussi de la perception de ce que tu proposes. Nous, on passe, il y a pas une semaine où on touche pas une campagne. On a tout le temps passé à répondre aux messages sur WhatsApp. On fait un rapport hebdomadaire. Dans le forfait mensuel, on intègre le setup qui n'est pas facturé. Donc il y a création de landing page, analyse du marché, création du tracking, ça met du temps. Création des annonces, création des campagnes, configuration de l'outil de suivi des cookies, et cetera, et cetera. Donc en fait, oui, c'est sûr qu'on est des arnaqueurs on est des arnaqueurs pour eux. Mais pour eux, faire des ads, c'est, créer une campagne, appuyer sur le bouton et sur une fois par mois. Bah oui, forcément, on est des arnaqueurs si tu as cette vision-là. Mais par contre, ils y passent, 1 heure par mois et ils facturent un setup. Ça, il faut préciser aussi qu'ils facturent un setup. Donc pareil, il y a la notion aussi de perception de la valeur que tu fournis et c'est pour ça que moi je poussais quand on a lancé Convertix à augmenter nos pricing. On était à 500 au début. J'ai dit à William: Faut qu'on augmente parce que je crois que tu te rends pas compte à quel point on fournit de la valeur et qu'on y passe du temps sur nos clients et on est investi. On n'est pas là juste pour faire des clics comme on dit, on est là pour vous faire des clients. Même si on s'engage pas sur le résultat pour les raisons qu'on vient de vous dire parce que ça dépend trop de la performance commerciale du client. Mais on fournit, je pense, assez de valeur pour que ça mérite de facturer 700 € et sachant que pour moi, on pourrait même parfois aller plus loin, mais après voilà, comme on disait, il y a le prix marché aussi, en fonction de ta cible. Bah, les personas qu'on cible maintenant, je pense pas qu'ils soient prêts à payer 1 000 balles, tu vois, par mois, donc on reste à 700 et du coup, tu parlais de: «Oui, mais on peut ajouter 90 € en plus, machin». Ouais, mais il y a aussi le prix, au-delà duquel la personne, elle est pas prête à payer au-delà duquel nous, on n'est pas forcément très à l'aise et comme je disais au début, la boucle est bouclée, quand tu es pas à l'aise, ça se ressent. Voilà. Donc faut avoir ça en tête et hem et du coup, oui, c'est sûr, tu seras toujours l'arnaqueur de quelqu'un et tu seras toujours le low cost de quelqu'un, hein, si tu vas par là. Un élément qui peut être intéressant aussi à mentionner et qui peut être très activable pour tous les auditeurs, c'est par rapport à la prestation contractuelle, tu parles de toute cette valeur ajoutée que j'ai peut-être tendance à minimiser. Pour moi, c'est normal d'avoir une conversation WhatsApp avec un client. Je me rends bien compte que c'est pas le cas en discutant avec du monde et même avec ton retour et même en discutant avec les clients qui n'ont pas de retour dans leur agence sous 3 semaines. C'est de mentionner sur tout ce qui est devis, les propals, tout ce qu'on propose, qu'on peut mettre en upsell ou pas. L'exemple de la conversation WhatsApp, tu avais même parlé à un moment de dire, bah, je sais pas, bonus de 80 € pour la conversation WhatsApp pour la réactivité. Ce qui est un game changer, ce qui est un standard pour nous, mais ce qui n'est pas un standard pour le marché. Élément tout bête, toi, quand tu fais une formation, donner les slides de la formation aux gens qui ont été formés, c'est un élément tout bête qui se price, qui peut s'ajouter dans une prestation. Ça, c'est obligatoire, hein. Ça sort quête, c'est obligatoire? Moi, avec Calliope, c'est obligatoire de mettre à disposition toutes les slides et cetera. C'est une condition. Tu dois mettre à disposition tous les documents qui ont été créés et cetera. Bah, c'est comme Mais ça se market. Ça se market. Ça se marque. c'est comme nous donner les accès au compte Google Ads et Tag Manager. Les agences font de la rétention, quand, elles perdent le client. Moi, je leur dis au téléphone, enfin, c'est obligatoire et enfin, du coup, on vous le fait. Mais par contre, tu peux le dire, il y en a qui n'auront aucun scrupule à pas vous envoyer les slides ou à pas vous donner les accès à vos comptes. Nous, on le fera et pour nous, c'est un dû et en fait, ça rend plus son argument. Non, ou à défaut, dire et en plus de la formation, vous avez accès aux slides. Plutôt le tourner de manière positive. Ça se marque. Et ça, ils ont pas à le savoir que c'est obligatoire et ça se market. Même l'appel de préqualification, tu disais à Romain, tu fais un appel et tout, peut-être qu'il y en a qui vendent directement, par mail. Bah, ça, le marketer aussi en disant: «Bah, vous avez un appel de qualification, on vous personnalise la formation en fonction de vous». Tu vois? Ça, c'est des choses, tu peux le marketer et qui fait que ta propale, elle peut prendre aussi Mais une grosse problématique au niveau du pricing aussi, c'est le côté, moi, de plus en plus, je vends ma journée de formation à un prix et on me répond: «Oui, mais j'ai un freelance qui est capable de venir pour 300 balles, il va former nos 12». Là, dernier cas, enfin, normalement, pour 12 personnes, une journée IA sur mesure, c'est 2 490 et là, le retour que j'ai eu, c'est: «Ah, bah, on a une entreprise qui va venir, enfin, on a un freelance qui va venir, il nous forme pendant 2 jours pour 800 €». Bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Enfin, je veux dire, Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire face à ça? tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'ai rien à faire. Ils préfèrent payer 800 € en direct le freelance qui a pas Calliope plutôt que de payer, d'utiliser leur budget OPCO parce qu'ils veulent potentiellement faire d'autres formations avec le budget. Potentiellement en plus. En gros, c'est vraiment, on va avoir le prix le plus cher même si c'est pas celui qui est le plus intéressant et en plus dans le mail,
La réponse, c'est la dernière phrase, c'est: «Bien que je suis persuadé que votre formation est beaucoup plus qualitative que celle qu'on nous proposera» et en plus, ils en ont conscience. Mais si tu veux faire quoi? C'est Tu pas veux facile. c'est pas facile, mais je veux dire au final, tu peux pas rivaliser. Coup de téléphone, dernière chance, mais à un moment, faut choisir ses combats, hein. C'est pas facile, c'est un mec qui veut du low cost. De toute façon, c'est comme les mecs qui préfèrent aller chez Solocal, ils savent qu'ils se font arnaquer, mais ils préfèrent y aller parce que ça coûte pas cher. Comment elle tourne, hein? Et La boîte Solocal, j'y arrive pas. Tu arnaques plus de gens que de gens qui partent. donc forcément, dans l'équation, tu es rentable. Mais c'est pareil, alors, moi, ce que je leur dis, tu sais, les mecs qui sont comme ça, je leur dis: «Bah, écoutez, je comprends que vous préférez passer par un junior, pour, tu sais, ça pique un peu l'ego». Après, il y a des stratégies sur ça, mais je leur dis: «Oui, bah, je comprends». Ou même ceux qui disent qu'on est trop cher, je leur dis: «Bah, si vous voulez, je peux vous conseiller un junior» et je renvoie les coordonnées d'un freelance, qui parfois n'est pas du tout junior, mais je leur fais comprendre que, bah, forcément tu as un côté un peu junior sur le suivi. Là où nous, on est très à cheval sur le suivi, un freelance, je dis pas que les freelances sont à l'arrache, mais des fois, tu es freelance, on sait ce que c'est, tu as plein de clients, tu vas peut-être pas forcément être hyper carré. Nous, on a vraiment un consultant dédié, tu vois, au client qui va passer sa journée à faire que ça, tu vois? Donc mais par contre, voilà, il y a des freelances qui sont très bons, mais on est forcément obligé de nous tirer notre épingle de jeu et d'argumenter, hein. Et un élément tout bête, tu te rappelles, le client là, qui passait par un freelance pour tous ses prestations Google Ads et qui avait, le freelance a décidé un jour: «Ah bah, j'arrête mon activité, dans 1 mois je suis plus là, je pars faire le tour du monde» et qui a planté tous ses clients. Donc on a repris le portefeuille. Mine de rien, demain, nous, on a un salarié qui pose sa démission, qui part, enfin, qui part de l'entreprise. On refile les périmètres et ça, mine de rien, ça a un coût. La certitude, et tu t'en pa je c'est, Thomas qui en parlait tout à l'heure, finalement le fait qu'aussi des fois, si on n'est pas assez cher, les prix passent pas aussi. Et donc ça pour une agence, c'est quand même dimensionnant. La confiance sur, le fait de la certitude. Un freelance, il peut te planter du jour au lendemain et tu beau faire tous les contrats que tu veux, il se passera rien. Alors que passer par une agence dimensionnée, c'est un point de vue pricing, ça a un impact. Toi, vu que tu es un organisme de formation, oui, tu es plus cher, mais si le freelance, il est malade, bah, tu vas en trouver un autre. Tu auras un autre intervenant. Parce que tu es un organisme de formation et parce que tu as plusieurs prestataires, tu es une vraie entreprise. Tu es pas un auto-entrepreneur qui va enfin, tu pas un auto-entrepreneur, quoi. C'est pas la même dimension, ça a pas le même prix. Mais pour en revenir à la question de base, ouais, ton client, en fait, ça vaut le coup de se battre. En fait, un commercial qui a du temps, il se bat pour montrer la pertinence. Je parlais de low cost, en fait, 2 400 € financés Calliope, c'est moins cher que 800 € qui sortent de ta poche. C'est un peu plus d'administratif. Donc c'est vrai que c'est étonnant de leur côté. Après, c'est les accompagner à voir le cheminement. Mais moi, à un moment, comme on dit, il faut éduquer son marché. Tu as peut-être mieux à faire d'animer 3-4 webinaires, gratos avec des partenaires pour faire de la visibilité que d'aller te battre pour un client que tu signeras sûrement pas. Du coup, donc ouais, bah, là, je pense qu'on a bien creusé le sujet. Je pense que les auditeurs veulent quand même avoir des étapes assez simples pour pouvoir passer à l'action si jamais ils veulent pricer. Pour moi, et vous compléterez, hein, je pense que la première étape déjà, c'est, définir son offre, clairement, hein. Définir son offre, mettre en avant aussi vraiment comment le prospect peut percevoir un maximum de valeur, donc la valeur perçue, travailler sa valeur perçue. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il est important et on a évoqué, c'est le benchmark. Créer une fausse adresse mail et puis aller chercher un maximum de propals pour déjà avoir une idée de ce fameux prix marché dont on parlait, hein. 2e étape. 3e étape, pour moi, ça va être toute cette partie, bah, définir ses coûts. Combien ça coûte en fait? Combien je coûte aujourd'hui? Ma structure de marge? Quel est le point de marge que je veux? Et pour moi, pour avoir son point de marge, il faut aussi avoir ses objectifs. Est-ce que je vais avoir, je sais pas, 30 de croissance, 50, 100 cette année? Puis ça va dépendre aussi du marché, mais important de définir ses coûts. Et une fois qu'on a fait ces 3 étapes, pour moi, c'est là où ça va être intéressant, du coup, d'aller un peu plus en détail et de définir, du coup, les personas. Donc quelles sont les personnes que je vais toucher? Parce qu'en fait, ton pricing, tu vas pas en avoir un unique, hein, on l'a montré, c'est que tu vas avoir un pricing par type de personnes que tu vas aller toucher. Et du coup, par persona, bah, c'est là où ça va être intéressant, 5e étape, de définir son prix plancher, vraiment le prix en dessous duquel je peux pas aller parce que je rentre pas dans mes coûts et je fais pas le minimum de points de marge. Et puis, bah, par persona, avoir aussi son prix marché, le prix maximum, auprès duquel la personne est prête de payer. Et puis, bah, se dire que voilà, quand je serai en négo, bah, j'ai le prix plancher en fonction du feeling que j'ai, bah, voilà, je l'appliquerai peut-être à cette personne-là parce que je sais qu'elle pourra pas payer plus. Puis en fonction de la typologie de personnes qu'on a, bah, on sait qu'on a cette marge de manœuvre entre son prix marché
et son prix plancher. Et puis, comme on l'a dit hein, pendant l'épisode, c'est de faire en sorte que le gap entre son prix marché et son prix plancher soit le plus haut, le plus grand possible pour pouvoir faire plus de marge. Et pour ça, ne pas hésiter à tirer sur les coûts tout en gardant un bon niveau de qualité. Et puis pas hésiter à aller chercher le prix marché, le prix auquel la personne est prêt à payer le plus haut possible. Ça passe par la valeur perçue. Si on sait que la personne, elle avait un prestataire qu'elle payait 1500, on sait qu'on peut aller jusqu'à 1500 théoriquement. Et voilà, tous ces éléments-là. Toi, tu parlais des OPCO. Tu sais qu'il y a des OPCO, ils sont cafis d'argent. Donc forcément, tu peux facturer beaucoup plus cher parce que tu sais que le dossier, il va passer. Et ça peut être un élément de négociation auprès du client. Tu sais que tu as des OPCO, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Donc malheureusement, tu vas devoir un peu plus te rapprocher de ton prix plancher. Voilà, pour moi, c'est les 5 étapes, hein. Est-ce que vous avez d'autres Faire de manière granulaire parce que tu as le prix marché et tu as aussi des gens, ils sont juste nuls en vente, quoi. Il y a des gens qui sont nuls en vente et du coup, il faut qu'ils y aillent à tâtons. S'ils facturaient 700 €, peut-être pas aller directement 1500, 800, Après, 900. tu pas nul en vente à partir du moment où tu as déjà lancé ta boîte. Encore une fois, on s'adresse à des boîtes en croissance. Tu pas en croissance si tu es nul en vente. Moi, Tu commences déjà ton business. Moi, typiquement, d'un point de vue pricing, je sais que j'ai toujours encore un peu de mal à augmenter petit à petit. Et donc, je suis pas, je pense vaut mieux, enfin, si on n'est pas à l'aise, vaut mieux le faire de manière granulaire. Moi, ce qui me fait de marrer, c'est les gens qui se lancent, qui sont directement en mode high ticket, qui ont aucun retour, qui ont 0 dégaine sur LinkedIn et enfin, qui ont 0 référence, et qui sont directement sur du high ticket. Je pense vaut mieux commencer petit, mais savoir la réalité marché pour augmenter petit à petit. Parce que quand tu as pas de clients, de toute façon, faut aller rechercher. Après, on part du principe que ceux qui nous écoutent, voilà, ont vraiment déjà eu leur prix de base et l'idée, c'est de leur donner une vraie méthodologie pour aller un peu plus loin. Et par contre, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi, soyez à l'aise avec le prix que vous allez proposer parce que ça se sent. Quand tu n'es pas à l'aise, tu factures trop cher, ça va se sentir, tu vas pas avoir confiance en toi et ça, le prospect, il va le sentir. Et soit il va voir, pour lui, il va interpréter ça comme un manque de professionnalisme ou le fait que tu veuilles l'arnaquer. Enfin, ça va se sentir, donc voilà, c'est la base des bases, soyez à l'aise avec le prix aussi. Faut pas hésiter à essayer de pousser un peu les murs. Alors, être à l'aise, moi j'aime quand même dire, c'est comme l'investissement immobilier. Moi, je m'étais fixé une nouvelle règle parce qu'à chaque fois que je faisais une offre, j'avais pas de contre-offre, donc j'étais pas assez ambitieux sur mes négociations. Prendre le prix minimum auquel vous êtes, c'est la limite de votre aisance et faites quand même un petit effort en faisant moins 5 000. Moi, je m'étais dit: «Tiens, cet appart, il est affiché à 172 000, je suis pas à l'aise de faire une offre en dessous de 150 000, en dessous, je trouve que c'est de l'indécence. Bon, je fais une offre à 145 000». C'est quand même un peu cool de se challenger. Après, si on le fait systématiquement et qu'on signe rien, enfin, tu casses ton business, quoi. Donc ça vaut quand même le coup de s'approcher des bordures, mais si à chaque fois on facture au-dessus de sa moyenne, en fait, mécaniquement, on augmente sa rentabilité. Et chose qu'on a fait d'ailleurs avec Convertix, hein. La facture moyenne ne fait qu'augmenter mois par mois parce qu'en fait, on n'a pas, même sans augmenter le prix, mais on facture au minimum la moyenne de la boîte et donc mécaniquement, ça fait monter la moyenne. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Décroche ton téléphone, à nous suivre sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. On partage pas mal de Reels, que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok et également sur Instagram. Donc, allez nous suivre. Merci de commenter si vous avez des interactions à donner, de la valeur ajoutée, des questions. Et n'hésitez pas aussi à dire les thèmes que vous souhaiteriez aborder dans ce podcast. En tout cas, merci Alexis, merci William pour tous ces éléments. Ça permet de bien avancer à chaque fois. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode.